Good day and welcome. A few remarks in English to start. Welcome to today's PDAC webinar, Afrique francophone et panel à OADA, which is the fifth of our 16th session in the FASCN series. This event, as you know, will be in French, so the remainder of my remarks will be in French also. Bonjour et bienvenue au webinaire FASCN Afrique francophone et panel OADA, qui est le cinquième de nos 16 sessions de nos séries FASCN. Mon nom est Franck Mariage, je suis un associé chez FASCN à partir du bureau de Montréal et je suis un membre du comité organisateur de nos séries webinaires du PDAC. Avant de commencer, quelques remarques pour vous. À la fin du webinaire, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton « Survey » en dessous du vidéo pour remplir notre sondage. Vos commentaires sont grandement appréciés. Pendant le webinaire, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît les taper dans le chat box à côté du vidéo. Le panel d'aujourd'hui fera son possible pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de support technique, veuillez cliquer Tech FAQs ou Tech Support Chat qui est localisé en dessous du bouton Chatbox. Le matériel et les biographies des panélistes d'aujourd'hui peuvent être accédés en cliquant sur le bouton Materials en dessous du vidéo. Aussi, le webinaire d'aujourd'hui est également diffusé sur YouTube Live. Alors maintenant, commençons. Permettez-moi d'introduire mes collègues Youssef Fishtali et Karim Malioun, tous deux reconnus et classés dans les 100 avocats d'Afrique francophone par Jeune Afrique. Félicitations, messieurs. Karim est membre de notre groupe Énergie et Infrastructure. Il est basé à notre bureau de Londres. Alors, Karim, la parole est à toi. Merci, cher Franck. Bonjour à tous. Bon après-midi pour ceux qui sont sur le réseau Central Europe. Il y a beaucoup de gens de pays différents que je salue, des gens qui viennent évidemment du Canada, mais aussi d'Argentine, du Cameroun, du Sénégal, des États-Unis, du Japon. Donc, c'est un petit peu tard pour eux. En tout cas, je remercie tout le monde au nom de FASCN de prendre le temps de participer à ce séminaire. D'abord, permettez-moi d'introduire mes amis aujourd'hui qui vont contribuer à ce séminaire. Tout d'abord, Madame Kekeli Kodjo. Nous avons vraiment le privilège de l'avoir parmi nous. Elle est aujourd'hui la responsable juridique pour l'Afrique de la société Akuo Énergie. Akuo étant une entreprise française spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables, présente dans le solaire, l'éolien, la biomasse, mais aussi l'hydraulique et le stockage d'énergie, particulièrement active en Afrique. Kekeli a rejoint donc en août 2020 la société. Elle a au préalable et auparavant travaillé pour un certain nombre d'entreprises internationales, à savoir en particulier une entreprise finlandaise, une entreprise américaine. Elle a démarré aussi sa carrière à New York et a travaillé bien évidemment en Afrique auprès d'un gouvernement. Et je la remercie personnellement de bien vouloir participer à ce séminaire et d'apporter en fait sa valeur ajoutée dans le cadre de cet événement. Mon collègue Youssef Fishtali, qui est un avocat reconnu et chevronné au barreau de Montréal, il est membre du Global Mining Group et du Global Energy Group de chez FASCN. Il conseille évidemment un certain nombre d'acteurs dans le secteur des mines, que ce soit les entreprises multinationales, que ce soit des fonds d'investissement, des institutions financières et des sponsors ou des banques.
Youssef a également un vernis public, puisqu'il conseille parfois certains gouvernements sur la rédaction et la réactualisation, par exemple, de leur cadre législatif, et en particulier dans les pays faisant partie de l'OHADA. Voilà, donc je suis ravi de les accueillir à mes côtés. Alors, cette année, même si le PIDAC est virtuel, nous avons quand même estimé nécessaire, contrairement à d'autres, de maintenir les liens ou des liens certains avec nos amis, nos clients et toute personne intéressée par l'industrie minière et énergétique en Afrique francophone. Nous avons particulièrement souhaité y apporter notre vision expérimentale, pratique, mais surtout innovante à la lumière de nos expériences récentes, surtout pendant la période de la Covid, même si nous y sommes toujours. Et plus précisément, par rapport aux années précédentes, nous nous sommes intéressés à un des thèmes phares qui est associé évidemment aux industries extractives en général et aux mines en particulier, qui est évidemment l'accès de manière durable et économiquement acceptable à l'énergie. Ou plus exactement, comment appréhender les problématiques juridiques, financières, environnementales classiques qui sont applicables aux projets miniers avec celles qui sont liées en fait à l'électrification des mines, surtout dans les pays où, vous le savez, le taux d'électrification est souvent inférieur à 20% de la population. En effet, un des challenges majeurs du continent, on entend ce chiffre qui est absolument effrayant, c'est que évidemment, il y a à peu près aujourd'hui plus de 600 millions d'habitants sur le continent africain qui n'a toujours pas accès à l'énergie, ce qui évidemment est déplorable, mais au surplus empêche en réalité l'industrialisation du continent. Alors, mines, énergie, Afrique, OHADA, voici, si vous voulez, cette association, au fond, de mots-clés qui sonnent comme du déjà vu, hein, ou plutôt du déjà entendu chez beaucoup d'entre vous. On dirait presque des mots-clés de recherche Google pour un étudiant en première année de médecine qui cherche effectivement, ou de droit, qui cherche effectivement un certain nombre d'informations. Et pourtant, peu de gens aujourd'hui peuvent s'enorgueillir de connaître avec précision leurs contours et leurs limites. Eh bien, en fait, notre défi aujourd'hui, et que nous avons modestement accepté de relever, consiste à vous présenter un panorama rapide et surtout non exhaustif de quelques problématiques juridiques, opérationnelles et pratiques que nous avons rencontrées dans certains pays de la zone OHADA. Mon collègue Youssef Fishtali nous en parlera sur la base de son vécu, notamment en matière de projets d'acquisition ou de projets de développement minier, ainsi que tous les risques en fait rencontrés et traités dans le cadre de ces projets. Pour sa part, Kekeli apportera, elle, son éclairage très précieux sur comment électrifier finalement ces actifs miniers sous l'angle du développement, de la construction, de l'exploitation, du financement, et en ce inclut bien évidemment tous les risques qui y sont associés. Vous pourrez ainsi, j'imagine, en tout cas je l'espère, extraire quelques enseignements instructifs et nous pourrons continuer, si vous le souhaitez, cette discussion après le séminaire. Je crois qu'il y a quand même un mot d'ordre qui est propre à nos séminaires depuis que nous le faisons au sein du PIDAC, c'est qu'on essaie de ne pas avoir de langue de bois. Donc, n'attendez pas de nous qu'on soit politiquement correct là où il n'y a pas de raison et pas d'excuse à être, j'allais dire, politiquement correct. On essaiera en fait de faire avancer le débat plutôt que d'être dans des réflexions théoriques qui sont d'un autre temps. Alors, quelques observations générales avant de passer la parole à Youssef. On a un auditoire aujourd'hui qui est extrêmement divers et varié avec des vrais professionnels. Nous avons eu accès à la liste et nous les remercions pour leur reconnaissance et leur participation. Et on a d'autres participants qui sont effectivement beaucoup plus, j'allais dire, en recherche d'informations générales. Pour simplifier, aujourd'hui, on ne parle pas d'une Afrique, mais plutôt de plusieurs Afriques. Et de manière générale,
il y a grosso modo les pays qui sont de tradition civiliste, d'autres qui sont plutôt de common law. Il y a des pays où effectivement le droit coutumier est très présent. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que même si nous sommes dans l'OHADA, vous allez essentiellement avoir des pays de tradition civiliste qui sont caractérisés par des codes, des lois écrites qui vont constituer effectivement le corpus de règles strictes et qui vont être appliquées par les tribunaux. Le droit coutumier existe également dans cette zone. Il n'est pas écrit et il incorpore quand même différents éléments de spontanéité que, au fond, le législateur n'a pu raisonnablement prendre en compte. Et pour autant, ce droit coutumier, ces principes coutumiers revêtent une importance capitale s'agissant de certaines transactions, par exemple en matière de droit de propriété d'un terrain où il est extrêmement difficile de trouver en fait le titre de propriété, ou bien en matière de contentieux où vous allez avoir un certain nombre d'usages en fait à respecter. Si je rentre maintenant un peu plus dans le détail organisationnel, il faut savoir qu'il existe, si vous voulez, une harmonisation graduelle du droit en Afrique. On a des organisations régionales. L'objectif de ce séminaire n'est absolument pas de rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais une d'entre elles, effectivement, c'est l'OHADA, donc l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et c'est celle-ci qui nous intéresse. Alors, très succinctement, c'est quoi l'OHADA ? L'OHADA, c'est une organisation qui a été créée par traité en 1993 pour permettre de pallier à certaines incertitudes juridiques et judiciaires au fin d'instaurer, j'allais dire restaurer, mais au fait d'instaurer et de renforcer la confiance des investisseurs. Donc à ce jour, il existe 17 pays membres de l'OHADA, lesquels sont tous francophones. D'ailleurs, le retour du Maroc, qui est dans l'Union africaine récemment, laisse à penser que potentiellement un rapprochement avec le Maroc, entre le Maroc et l'OHADA serait j'allais dire presque de manière un peu jargonie, possible. Donc, ces pays, alors, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la RDC, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'organisation de l'OHADA, elle promulgue en fait ce qu'on appelle des actes uniformes qui ont prévalence dans leurs domaines respectifs sur les lois nationales. Ces actes uniformes sont donc directement applicables à chaque État membre, ce qui en fait un système, au fond, très efficace et quasi unique dans la sous-région. Ça permet donc, cette OHADA, d'uniformiser les normes, les règles dans les pays signataires. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 10 actes uniformes et qui sont en fait celui qui est relatif en fait au droit commercial général, à l'organisation des sûretés, au contrat de transport de marchandises par route. Vous avez celui relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, celui relatif au droit des sociétés coopératives, à l'organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, au droit de l'arbitrage, à celui du droit comptable et de l'information financière, à celui relatif aux procédures collectives et d'apurement du passif, et récemment à l'harmonisation du droit du travail. Ça, c'est une avancée récente majeure. Ce qui est très important dans les projets qu'on traite et avec les personnes avec lesquelles on parle, c'est que dès l'instant où vous êtes dans un de ces pays, beaucoup de gens ont tendance à nous dire « mais au fond, maître Karim, vous avez l'OHADA, donc c'est réglé ». L'OHADA, ces actes uniformes, ne traitent pas du droit civil, ils ne traitent pas du droit administratif, ils ne traitent pas du droit minier, ils ne traitent pas davantage du droit pétrolier ou du droit de l'énergie, ils ne traitent pas du droit des assurances, ni du droit fiscal et du droit de la sécurité sociale. Donc, on voit bien aujourd'hui que l'OHADA est très ambitieuse, elle recouvre les principes et les aspects majeurs de la vie des affaires. La création d'un environnement stable des affaires est améliorée, elle est propice à l'attraction et à la sécurisation des affaires. On le voit notamment en matière de financement de projets, en matière d'organisation des sûretés et de délivrance des sûretés. C'est un des éléments absolument indispensables qui permet le changement
dans les industries extractives en général, dans le secteur minier en particulier et dans le secteur énergétique. J'arrête, si vous voulez, pour, j'allais presque dire, le décor général. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour notre auditoire, c'est de comprendre les risques, mais flaguer des risques, on sait tous faire. Ce qui est important, c'est aussi de vous faire part de certaines de nos expériences vécues et surtout les solutions qu'on a pu trouver pour régler certains problèmes. Très génériquement, dans les dîners en ville, on va vous dire, mais au fond, vous faites des affaires en Afrique. C'est quoi, vous, les risques que vous rencontrez pour vos investisseurs, au fond, hein, quels sont-ils? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu me conseilles d'investir en Afrique? Bon, sans rentrer dans le détail, il y a tous les risques que vous avez entendus que je qualifierais en fait de risques pratico-pratiques, c'est-à-dire la multiplicité des intervenants et des parties pendant les négociations. Tellement d'intervenants qu'on ne sait pas qui décide, on ne sait pas à qui écrire, on ne sait pas qui effectivement est responsable du projet, etc. Donc là, il est très important, si vous voulez, de bien circonscrire en fait le panorama de la table des négociations ou des discussions. Deuxième chose, vous avez souvent des procédures administratives qui sont très longues, pour ne pas dire, oui, très, très, très longues. La documentation de projet est extrêmement complexe, extrêmement complexe et souvent incomplète. On se bat, et on pourra en parler tout à l'heure avec l'aide de nos très précieuses, de nos confrères locaux qui sont sur place pour évidemment traiter d'un certain nombre de sujets, et notamment de celui-ci, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, on arrive à démontrer que la propriété de ce terrain est bien remontée jusqu'à son propriétaire ultime. Vous avez les problématiques classiques de dévaluation ou d'inflation des pays, le fait qu'un pays n'ait pas de notation de crédit, bon, aller voir un investisseur, il va te dire, mais ce pays, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il n'y a pas de credit rating, il n'est pas solvable, etc. Comment on fait pour parer à ce risque? Et puis les deux risques que je qualifierais, pardonnez-moi, et peut-être de manière un peu provocative ou provocante, et je serais ravi de pouvoir échanger là-dessus aussi, c'est les standards de pratique des affaires localement, qui souvent sont, j'allais dire, challengés par nos clients internationaux et qui nous indiquent que finalement ces pratiques de standards, ces standards de pratique ne sont pas adaptés aux standards internationaux. Et là, on se plie évidemment à leur expliquer la manière dont fonctionnent certains pays d'Afrique. Et puis enfin, la corruption. Donc ça, si vous voulez, ce sont au fond les risques pratiques qu'on voit souvent, pour ne pas dire quasiment sur tous les projets, qu'ils soient miniers, qu'ils soient énergétiques, et qu'on essaye en fait, qu'on essaye d'adresser, j'allais dire, de manière la plus efficiente et la plus professionnelle possible. Ensuite, vous avez évidemment, j'aurais pu d'ailleurs en parler d'ores et déjà, c'est le risque qui est lié en fait à la stabilité politique. Et c'est certain, vous avez plusieurs pays aujourd'hui qui sont sujets à une instabilité politique, que sont les coups d'État, les changements de gouvernement, les protestations. On l'a vu bien évidemment récemment, notamment au Mali, avec la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, et il y en a tant d'autres. Je crois que pour nous, avocats, le risque politique, il se traduit souvent par des procédures de nationalisation, d'expropriation, non pas qu'elles existent. Personnellement, après 22 ans de carrière, je n'ai jamais eu affaire à une nationalisation soit d'un projet électrique, soit d'un projet minier, mais peut-être que d'autres l'ont vécu. En tout cas, pour ce qui me concerne, ça ne m'est jamais arrivé. Des changements de loi et surtout, et ça c'est un petit peu délicat, notamment lorsqu'il y a un changement de gouvernement ou lorsqu'il y a un changement de présidence ou simplement un changement de ministre, là, comment dirais-je, les modifications unilatérales de contrat ou au fond les volontés les renégociations forcées de contrats par le pays d'accueil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir en réalité, non pas anticiper parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un gouvernement va vraiment changer, mais qu'il faut aborder avec une très grande sérénité, une très grande patience et une très grande diplomatie. Il y a un autre sujet
qui est aussi important dans le panorama, si vous voulez, de ce qu'on regarde en matière minière et en matière d'énergie, c'est au fond le forum de juridiction et comment dirais-je, la possibilité d'exécuter une décision de justice en pratique dans un pays. Voilà. Et souvent, malheureusement, nos clients, nos investisseurs, nos sponsors ont une faible confiance dans les tribunaux locaux. Il y a un manque de solvabilité, mais surtout, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il existe, comment dirais-je, il y a une absence de mesures d'exécution ou de mesures d'exécution coercitive. C'est-à-dire, par exemple, que dans certains pays, vous n'avez pas d'huissier de justice pour pouvoir faire signifier un jugement ou une décision de justice. Ou vous n'allez pas avoir la possibilité d'utiliser, par exemple, des forces de police pour faire exécuter cette décision de justice. Alors, l'OHADA a créé évidemment l'accord commune de justice et d'arbitrage. On pourra en parler si vous le souhaitez, mais c'est une avancée majeure. Elle a ses avantages, elle a aussi ses zones d'amélioration. Elle est souvent challengée aujourd'hui par les bailleurs de fonds pour diverses raisons. On pourra y revenir. Mais voilà, je voulais simplement vous dire ceci en introduction pour un peu planter le décor, si vous me passez l'expression, avant vraiment de rentrer davantage dans un peu plus de technique, puisque Youssef va prendre la parole maintenant et il va nous exposer, lui, les risques, j'allais dire, juridiques et les débuts de solutions qu'il a pu apporter en matière d'industrie minière spécifiquement. Youssef ? Merci beaucoup, Karim. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait évidemment très plaisir d'être avec vous. J'ai vu dans la liste plusieurs noms familiers, plusieurs amis même. Alors, je vous salue chaleureusement. On avait fait le pari avec Karim juste avant qu'on se connecte, on était sûr que ça allait durer plus que 5 minutes dans l'introduction. Donc, Karim, on a eu raison. Alors, écoutez, merci Karim d'avoir fait cette introduction, d'avoir planté le décor comme tu l'as dit. Je dis souvent ici au Québec à nos clients que d'ici 2060, c'est 1 milliard de francophones africains, 1 milliard de francophones qu'il y aura en Afrique. Et donc, notre petit pays du Québec qui comporte 8 millions d'habitants doit s'intéresser davantage à l'Afrique. Et l'Afrique, évidemment, francophone particulièrement, est un marché d'exportation tout naturel. Et on a vu par le passé plusieurs belles histoires et plusieurs beaux succès. Alors, merci Karim d'avoir parlé un petit peu de l'OHADA. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est au PIDAC et forcément, vu qu'on est au PIDAC, on va parler d'OHADA, mais on va aussi parler surtout de mines dans l'espace OHADA, dans la zone OHADA et de cas vécus ou d'expériences vécues récemment. Donc, l'année dernière, pour ceux qui avaient participé à notre séminaire, nous avions parlé un petit peu plus de théorie sur l'OHADA en décortiquant un petit peu le droit de l'OHADA. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de problématiques précises et opérationnelles, j'ai envie de dire. Alors, par quoi commencer? Peut-être commencer par ce qu'on a vu récemment. Donc, comme vous le savez peut-être pour la plupart, on est des fois appelé pour représenter des sociétés canadiennes dans le cadre de leurs transactions dans l'espace OHADA. Des fois, on est appelé par des sociétés africaines pour leurs transactions dans l'espace OHADA. Et qu'est-ce qu'on a pu voir récemment ou à tout le moins dans la dernière année? Exemple, ou dans les 2 dernières années. Exemple, lorsqu'un code, donc d'un point de vue réglementaire, lorsqu'un code minier change, on l'a vu récemment, notamment en République démocratique du Congo, ça a suscité un petit peu quelques stress de la part de nos clients. On a fait face, par exemple, à une société qui avait commencé un projet, donc un permis de recherche dans ce pays-là. Le permis de recherche se convertit à un moment donné en permis d'exploitation, sauf que ça prend un petit peu de temps et le temps que le permis d'exploitation devienne permis d'exploitation, il y a eu un amendement au code qui fait en sorte que maintenant, ce n'est plus un 5% qu'on va donner d'intérêt passif à l'État, mais c'est un 10%.
Et donc, ça a été un petit coup de stress pour notre client qui ne savait pas finalement si, a posteriori du changement législatif, il allait devoir verser donc le 10% ou il y avait un risque de verser le 10% à titre d'intérêt passif ou de free carried interest, comme on dit en anglais, à l'État ou pas. Et donc, ce qu'on a pu faire pour mitiguer, c'est que la cession des parts qui revenait à titre gratuit à l'État, cession d'ailleurs qui a été constatée par un acte notarié, a mentionné spécifiquement que c'était toujours les dispositions de l'ancien code qui s'appliquaient. Je reste toujours dans le pays et dans la région. Vous l'avez peut-être constaté, l'année dernière, ou plutôt à l'été dernier, il y a eu plusieurs nouveautés, et notamment une nouveauté sur l'obligation, avec certaines pressions extérieures, mais l'obligation pour l'État de commencer à publier toutes les conventions minières et les projets miniers qui avaient été effectués récemment par le président. Alors, bien évidemment, des obligations de transparence accrues, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Là, on va remonter un petit peu plus vers le nord et on va aller notamment en Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? On a vu pratico-pratique un exemple d'une société qu'on représentait qui souhaitait faire l'acquisition de permis de recherche qui avait été, comment dirais-je, pas abandonné, mais qui avait été retiré à l'ancien opérateur. Et donc, l'ancien opérateur avait, une société listée d'ailleurs, avait perdu ses permis de recherche. Et donc, nous, on est sollicité par une société qui nous dit, écoutez, voici, il y a des permis de recherche qui m'intéressent. Il y a plusieurs analyses et plusieurs études, notamment géologiques, qui ont été effectuées. Et donc, on a compris maintenant que les permis appartiennent à un individu sur place et on aimerait donc faire affaire avec lui. Et donc, nous, c'est vrai que dans notre vérification diligente, on s'est rapidement rendu compte que lorsque des permis de recherche dans ce pays-là étaient retirés, ils devaient obligatoirement repartir par une phase d'appel d'offres et de commissioning. Et donc, il y allait avoir, et par conséquent, on s'était rendu compte que non, ces permis de recherche n'avaient pas fait l'objet d'un appel d'offres et donc ça posait une problématique sur, j'ai envie de dire, la légitimité de la propriété de ces permis. Et bien évidemment, soit il y avait une contestation possible de l'octroi des titres, soit il y avait même une contestation possible directement vis-à-vis du nouveau détenteur par l'ancienne compagnie qui était détentrice des titres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu récemment sur le volet, j'ai envie de dire, disons, regulatory ou plutôt réglementaire. Autre chose qu'on a vu récemment, c'est ce qui appelle, et puis on pourra en parler d'autres, mais on va essayer de se limiter pour les fins de cet exposé. Autre problématique qu'on a vu récemment, c'est la fameuse problématique, mon collègue Karim dirait tarte à la crème, mais il faut quand même en parler, du conflit de loi. Alors, le conflit de loi, qu'est-ce qu'on a observé dans la dernière année pour certains de nos clients? C'est qu'il y a eu octroi de certains permis, toujours, donc on parle toujours dans la zone de l'OHADA, il y a eu octroi de permis et il y avait une espèce de chevauchement entre le code forestier, le code de l'environnement et le code minier. Et donc, on s'est rendu compte que certains permis avaient été octroyés a posteriori dans des zones qui avaient été, par le passé, considérées comme des zones protégées ou des zones de chasse, par exemple. Et donc là, bon, en faisant notre vérification diligente, on revient à notre client en lui disant, mais écoute, on a un petit problème là parce que on a un décret qui date depuis des années qui a été émis par le ministère de l'Environnement qui considère cette zone-là où la zone minière se situe comme étant une zone protégée, mais a posteriori, le ministère des Mines, ou disons, on va dire plutôt le cadastre minier, a émis la recommandation que ça allait être une zone minière et a émis des titres. Lesquels titres tu souhaites maintenant acquérir? Alors, comment on a pu mitiger, j'ai envie de dire, ce risque? Tout simplement, c'est que là, il y avait un conflit entre les deux ministères, c'est d'aller chercher un décret du bureau du Premier ministre qui fait un petit peu de l'arbitrage et qui dit, écoutez, il y a deux théories ici. Évidemment, la théorie de l'abrogation implicite et la théorie de la déclassification obligatoire. Donc, l'abrogation implicite, ça c'était la théorie du ministère minier, du ministère des Mines qui disait, non, ce décret du ministère de l'Environnement avait une certaine validité et en vertu de cette théorie, aujourd'hui, le décret ne vaut plus rien versus le ministère de l'Environnement qui disait non, mon décret il est toujours valide
Et en vertu de la déclassification obligatoire, tant qu'on ne déclassifie pas cette zone qui était une zone protégée, les titres miniers ne valent à peu près rien que l'écriture qui existe sur le papier. Donc, ce qu'on a fait, c'est un arbitrage avec le Conseil des ministres, donc avec le bureau du Premier ministre, qui a fait un décret en disant les permis sont valides, et donc on a pu avancer là-dessus. Évidemment, on l'a vu également dans d'autres régions, notamment au Burkina, où il y avait en l'occurrence le code forestier qui interdisait l'exploitation minière, qui interdit plus généralement, et tant mieux, l'exploitation minière dans les parcs nationaux, les réserves de la faune. Et là, nous avions certains permis qui chevauchaient certaines zones protégées par le code forestier. Et là, encore une fois, ce qu'on n'a pas pu confirmer, c'est que l'avis de faisabilité environnementale n'avait pas été donné puisqu'on était encore au stade de la recherche. Et donc, nous serons très attentifs lorsque l'avis de faisabilité environnementale sera confirmé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les permis. Si je vais maintenant un petit peu plus sur un terrain, j'ai envie de dire droit des affaires ou corpo, Karim l'a dit tout à l'heure, le droit de minier n'est pas régi par le droit de l'OHADA. Par contre, le droit de l'OHADA va venir, j'ai envie de dire, combler certains vides, notamment lorsqu'il y a des vides en droit de sûreté ou lorsqu'il y a des vides sur d'autres aspects. Je parle de la sûreté, je vais vous en parler tout à l'heure, mais parfois, il y a même des inconsistances en ce qu'on peut voir sur la législation minière et ce qu'on peut voir avec l'acte uniforme portant sur les sûretés, et notamment depuis qu'il a été révisé. À chaque fois, je disais, il a été récemment révisé, mais en fait, non, c'est en 2010, le temps passe vite. Ça fait déjà 11 ans. Donc, depuis qu'il y a eu la révision en 2010 de l'acte uniforme, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait certaines juridictions, passez-moi l'anglicisme, comme par exemple au Burkina, où l'ancien code permettait en réalité de prendre une hypothèque sur un titre d'exploitation, qui est un droit réel immobilier, mais le nouveau code de 2015 parle uniquement de nantissement. Et donc là, il y a on sait tous que le nantissement ou le gage se rapporte à des droits réels plutôt mobiliers. Lorsqu'on regarde l'acte uniforme, je vous ai dit tout à l'heure que le droit minier n'est pas régi par l'OHADA, mais lorsqu'on regarde l'acte uniforme, qui a une valeur supplétive, donc qui vient se porter et qui a une valeur supranationale, et en cas d'inconsistance, j'ai envie de dire, entre le cadre juridique local et l'OHADA, l'OHADA va toujours prévaloir ou va toujours avoir prépondérance. Ce qu'on voit, c'est que dans l'acte uniforme, un droit réel immobilier il y a une certaine liste sur les droits réels, sur ce qui est susceptible de faire l'objet d'un nantissement ou d'un gage ou d'une hypothèque, et l'hypothèque, c'est seulement sur les droits réels immobiliers. Or, on regarde que dans le code minier du Burkina Faso de 2015, dans la dernière mouture, dans la dernière version, il est indiqué que le permis d'exploitation peut être susceptible de nantissement. Donc, il y a certains challenges des fois juridiques, et on comprend ensuite que historiquement, le registre était plutôt dans la région de la capitale et pas dans les régions éloignées, qu'il y a un historique là-dessus qui permet de comprendre ces espèces d'incohérences, mais disons que ce sont des incohérences qu'il faut qu'on regarde. Alors, je reviens au Burkina et en Côte d'Ivoire notamment, sur le principe de la cession des titres miniers qui est susceptible, ou plutôt qui est soumise à l'autorisation du ministre. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? On a vu que dans certains pays, autorisation du ministre, peu importe au stade du développement, peu importe si on parle de changement de contrôle direct ou indirect. Souvent, étant basé à Montréal, on va représenter des sociétés qui sont cotées au TSX ou au TSXV sur la bourse de Toronto. Je rappelle pour les participants que 70% de la capitalisation minière boursière mondiale, elle est à Toronto, elle est chez nous au Canada. Donc, 7 projets sur 10 dans le monde se financent en Toronto. Donc, il y a un gros mouvement de flux, si vous voulez, qui émane de Toronto pour toutes sortes de raisons, notamment l'expertise, notamment que le Canada a une grande tradition minière. Et donc, on représente souvent des sociétés cotées et le changement de contrôle va se faire au stade indirect, donc en haut, dans les sociétés mères, dans les canadiennes. Et donc, certaines questions qu'on regarde, c'est quelles sont les autorisations qu'on va devoir aller chercher en cas de changement de contrôle direct ou indirect. Et il est de coutume
dans plusieurs pays que lorsqu'il y a une portée extraterritoriale au changement de contrôle, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation, bien que c'est toujours bien d'aller aviser le ministère pour des raisons évidentes de bonnes relations. Et donc, au-delà des obligations, j'ai envie de dire, légales, pour faciliter la transition, on avise. Ce qu'on a vu récemment, c'est que, par exemple, en RDC, le nouveau code, j'espère que je ne vous ai pas perdu là, malheureusement je ne vous vois pas, donc ça se trouve vous êtes endormi. Mais non, mais blague à part, j'espère que vous me suivez jusqu'à là. Puis on pourra revenir sur les questions tout à l'heure dans le Q&A. En RDC, le nouveau code minier requiert l'accord préalable pour tout changement de contrôle, qu'il soit direct ou indirect. Donc, on a une tendance de plus en plus à, j'ai envie de dire, aller chercher l'autorisation de l'autorité publique pour des raisons évidentes. On a vu un petit peu comment dirais-je, l'évolution des codes, notamment dans la zone OHADA. On est passé d'une libéralisation assez marquée à, pour des raisons évidentes de revenus et de souveraineté nationale et de sécurité, à de plus en plus comment dirais-je, de plus en plus d'implication dans l'État pour aller chercher des revenus. Et donc, c'est un petit peu la tendance qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue RSE, acceptabilité sociale, ESG? Ça serait un sujet en soi. Et je crois même qu'il y a un webinaire là-dessus dans le cadre du PIDAC. Mais ce qu'on voit, c'est de faire attention lorsqu'on est au stade de l'exploitation, que les questions du fonds de développement local, les pourcentages qui doivent être payés par les sociétés ont bien été payés sous peine de révocation du permis. Je reviens maintenant un petit peu à des questions un peu plus corporate et notamment la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est un vrai sujet en soi et on l'a vu pour reprendre un petit peu les récents amendements au code minier de la RDC. Mais en cas de changement de contrôle direct, indirect, est-ce que la plus-value va être payée? Et puis, la tendance qu'on a vue, puis on l'a vu dans un projet récemment, c'est que, par exemple, en RDC, vous savez, lorsqu'il s'agit de faire des projections avec l'étude de faisabilité bancaire, des fois, il y avait une tendance à être un petit peu plus conservateur, j'ai envie de dire, que optimiste sur les revenus que la mine allait générer. Et ce qu'on a remarqué en RDC, c'est que maintenant, non seulement il y a l'exonération de la TVA sur les importations des sociétés minières, bon, ça c'est fini, l'exonération, et en plus, pour augmenter les recettes de l'État, il y a maintenant une taxe de 50% sur les bénéfices exceptionnels, dès qu'on dépasse les 25% du forecast. Donc ça, c'est intéressant, encore une fois, de voir l'évolution, comment elle se situe. Et aussi, ce qu'on a vu dans ce même pays-là, c'est que les clauses de stabilité fiscale dont on a tous bien conscience, dans le nouveau code, indiquent que des nouvelles taxes imposeraient un effet immédiat, indépendamment de toute clause de stabilité. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment ça fonctionne en ce moment. Alors, je sais que le temps file, je vais essayer de conclure, ou plutôt d'aborder peut-être encore 2 ou 3 aspects. On a vu également récemment des problématiques en matière de changement de contrôle. Donc, on avait une société qui avait des actifs, par exemple, en Guinée, et la société mère souhaitait se lister à Londres. Et on se posait la question sur qu'est-ce qu'il y a comme plus-value en cas de changement de contrôle direct ou indirect, puisque les permis de recherche, en l'occurrence en Guinée-Conakry, n'étaient pas susceptibles d'être transférés. Et donc, on voulait directement acheter la société opérante, mais encore une fois, ça posait des enjeux au niveau de la plus-value et au niveau fiscal. Peut-être pour terminer et pour laisser ensuite la parole à mes amis, sur la problématique de sûreté. Ça aussi, c'est une problématique en soi. On a vu récemment un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars sur le financement du mine dans un pays de la zone OHADA. Et Karim pourra peut-être compléter là-dessus par la suite. Ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, la société canadienne a pensé peut-être très candidement que la prise de sûreté, les autorisations et comment ça fonctionne un petit peu comme au Canada, mais en réalité, il y a des spécificités qui n'avaient pas été prises en considération.
On nous dit, avec l'aide du conseiller local, très bien, la prise de sûreté, ça prend l'approbation du conseil d'administration et une fois qu'on a l'approbation du conseil d'administration, tout va bien. Sauf que vu les montants en jeu, puisqu'il s'agissait en réalité, on a décidé de plutôt aller sur une garantie autonome et pas sur du nantissement ou du gage en raison des frais d'enregistrement qui sont particulièrement élevés au Burkina, surtout lorsqu'il y a des gros montants. On est allé sur une garantie autonome et là, en réalité, on s'est dit, mais attends, est-ce que la société opérante qui fait l'objet d'ailleurs, je veux dire, une petite recherche dans les médias, fait l'objet de, pas de difficultés, mais si elle a besoin de financement, c'est qu'elle a besoin de cash flow, comme on dit. Comment cette société comment on va pouvoir actionner la garantie si toutefois ça va mal? Et là, on s'est dit, bon, il y a des règles de sous-capitalisation qu'on connaît tous qui risquent en réalité de poser problème. Et donc, on est allé un petit peu au-delà d'uniquement l'autorisation du conseil d'administration en disant, ben, écoutez, nous, on va demander l'autorisation également des actionnaires. Parce que qui dit convoquer une assemblée des actionnaires, dit aussi faire venir le commissaire aux comptes qui va venir signer. Là, je vois Kekeli qui bouillonne de m'interrompre. Promis, Kekeli, j'arrête là-dessus. Qui va en réalité venir et qui va faire une déclaration à l'effet, ou plutôt s'engager que la société est capable de donner cette garantie sans compromettre les règles de sous-capitalisation. Alors, voici un petit peu pêle-mêle certains risques pratico-pratiques qu'on a vus dans les derniers mois. Et puis, ravi après de répondre à vos questions. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Merci infiniment, Youssef, pour cet éclairage extrêmement précis et détaillé en très peu de temps. C'est très instructif et vraiment avec un beau panorama des différents pays. Deux petits commentaires. Le premier sur le dossier que tu évoquais. Outre effectivement la question de la solvabilité de l'entreprise garante des obligations de la société mère, se posait évidemment la question de, au fond, l'intérêt social, puisque ce qui n'a pas été précisé, c'est qu'aucun des proceeds, aucun montant levé à Toronto n'est descendu en fait à la société garante, ce qui pose non seulement cette question-là, mais potentiellement une question pénale. Ça pose au fond une question pour les différentes parties prenantes de coordination, de communication et de collaboration entre les différentes parties prenantes. Et le rôle du cabinet international, le rôle du cabinet local, c'est d'être en parfaite adéquation, en parfaite communication pour que très en amont, on ne se retrouve pas au fond avec un facility, avec un contrat de financement qui prévoit un certain nombre d'annexes, en particulier sur les sûretés, qui sont totalement inadaptées et qui n'ont aucun sens au regard en fait du droit local, du droit de l'entreprise qui va être garante et qui va elle-même s'engager sur ses propres actifs. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, voilà, tu l'as dit, je pense que cette notion de sûreté est maintenant bien rodée grâce à cet acte uniforme portant sur les sûretés. On a maintenant effectivement des financements quasiment tous les jours qui se passent très bien avec un agent des sûretés qui a effectivement beaucoup de disponibilité, beaucoup de pouvoir, des mécanismes qui sont tout à fait rodés, avec une possibilité de dématérialiser certains titres. Donc ça, c'est véritablement une avancée notoire de l'OHADA. Je me tais, je passe maintenant la parole à mon ami, à notre ami Kekeli, qui, elle, va nous parler évidemment des mines, mais surtout de comment on fait pour appréhender les risques afférents aux mines lorsqu'on est un producteur indépendant d'électricité et qu'on va avoir comme seul off-taker, seul client, cette mine-là. Donc, Kekeli, tu as la parole. Merci Youssef, merci Karim et merci à tous donc, de m'avoir invité sur ce panel. Comme d'habitude, les avocats parlent toujours trop. Et donc, vous avez pris la parole jusque-là.
Alors, de façon succincte, donc en ayant vu la liste donc, des participants avec beaucoup de Canadiens, donc le décor a été planté avec OHADA, hein, qui a, comme on l'a dit, donc pour but principal donc d'uniformiser le droit dans les pays membres, États membres, les 17 pays membres, mais aussi surtout avec pour objectif la protection de ces investissements étrangers. Sans vouloir prétendre être le professeur ou vous enseigner quelque chose aujourd'hui. Moi, du côté pratique, en étant juriste en interne, avant de commencer un deal, je veux dire, on met en place une certaine méthodologie pour savoir en amont, est-ce que l'on rentre. De façon plutôt banale, ça va être, disons, un Chinois qui a 3 milliards à dépenser dans une zone Afrique et qui vient nous voir, il dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Quels sont les risques? Quels sont les éléments clés que l'on soulève? Quels sont les éléments clés sur lesquels on attire son attention? Et cette méthodologie, elle vaut pour l'industrie minière comme pour l'industrie énergétique. Et elle va passer dans un premier temps, là on est dans le cadre OHADA, mais dans un premier temps à se poser la question au niveau société de comment on rentre sur le territoire. Est-ce que c'est en créant une succursale ou en créant une filiale, avec les spécificités que contient le droit OHADA pour ce battement, cette échéance de 2 ans que l'on a pour transformer la succursale en une entité après, mais sans oublier la question après, quand on parle des mines, quand même, de la question du transfert des actifs et des autorisations de cette succursale-là à l'entité finalement qui est créée. On a le cas, donc moi, que j'ai vu et que je me pose aussi, c'est la prise de participation d'une société étrangère dans la société locale ou dans la SPV qui sera créée pour porter le projet. Je sors légèrement, je monte plus haut, je sors de l'OHADA et je monte plus haut et je vais en Tunisie, un projet, entre guillemets, en Tunisie sous forme alors, un projet en Tunisie qui sous-tendait donc l'incorporation d'une SPV de type donc société anonyme, contrairement au droit OHADA, une SA en Tunisie requiert un minimum de 7 actionnaires pour pouvoir l'incorporer. Donc, après, on a les problématiques aussi au niveau local où on voit, c'est est-ce que la société étrangère souhaitant y investir crée une SPV, une succursale, ou il va avec un local, un partenariat. On a les problématiques de consortium, on aura des problématiques comme Karim, que tu as soulevé au début, et éventuellement de corruption en connaissant, en connaissant donc, la capacité donc, financière de ce partenaire-là, la capacité réputationnelle aussi de ce partenaire qui pourrait ensuite entacher le projet sur le long terme. Les sociétés minières comme les sociétés énergétiques n'ont aucune envie d'être liées à un scandale, un scandale de ce type. Youssef a parlé tout à l'heure, un autre point que l'on voit avant de rentrer. Youssef a parlé très vite tout à l'heure du droit d'enregistrement des sociétés. Je ne vais pas revenir longuement là-dessus. Certes, le droit OHADA, il est là pour uniformiser donc, le droit entre ces États-là, mais il faut rappeler pour l'audience, en tout cas ceux qui ne sont pas sur le terrain, que chaque pays a quelques différences. Et donc, en droit OHADA, j'ai envie de dire, à titre d'exemple, si le Sénégal prévoit donc le salaire du registre foncier, au Mali, ce n'est pas prévu. Et tous les deux font partie de la zone OHADA. La problématique de la sous-capitalisation, tu l'as soulevée. Pour les investisseurs étrangers, cette problématique, donc peut-être pas sous l'angle sous lequel tu l'as soulevé, Youssef, mais ce serait plutôt de dire pour les investisseurs étrangers, aller mettre un capital ou en tout cas immobiliser un certain capital
dans une SPV à l'étranger, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, à faire cela. On penserait plus à des comptes courants d'associés. Or, on a le code OHADA aujourd'hui, je pense, qui refuse que le compte courant d'associés dépasse le capital social et qui donne dans la pratique, c'est quoi? Je pense un délai de grâce de 2 ans, je crois, faute de quoi on est… Donc, ce sont des problématiques. Alors, et l'une autre des problématiques et que je vois beaucoup aussi dans la pratique, c'est la réglementation d'échange. On a donc plein de ces pays, donc de ces investissements, si la structuration financière, donc si c'est un financement de projet, donc qui implique des institutions étrangères, et donc on a la structuration de ces comptes offshore. En rentrant dans le pays, il est important, donc là, si on prend la zone UEMOA principalement, donc avec la BCAO, c'est de prévoir en amont le temps d'obtention des différents délais, parce que pour pouvoir ouvrir ce type de compte ou compte en devise, encore faut-il que le pays ait des devises, ou un compte offshore, il faut obtenir l'autorisation du ministre et de la BCAO. Alors, et encore que ceci n'est pas très clair, parce que moi, de mon expérience au Sénégal, la BCAO est censée donner un avis que le ministre est censé suivre. Je suis intervenue sur un deal où la BCAO avait donné un avis contraire, mais que le ministre a donné un avis permettant de pouvoir ouvrir ces comptes-là. Enfin, Youssef, il a dit que de ne pas parler en langue de bois. Je ne vais pas ici commencer à soulever les problématiques de financement en monnaie locale et encore moins la problématique liée au franc CFA. Mais ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Quel est l'intérêt aussi beaucoup aujourd'hui donc d'avoir des projets au niveau local financés en monnaie locale et repayés en devise. Donc ça, je veux dire, laissera Youssef et puis Karim se pencher là-dessus. Enfin, avant de donner un go ou un no-go sur un des projets, je pense qu'il y a, tant pour les projets énergétiques que pour les projets miniers, la sécurisation du foncier. Alors, le problème du foncier, il est divers et varié. Et le problème du foncier, comme on l'a dit, n'est pas couvert par OHADA. Il est complètement en dehors d'OHADA. Or, le foncier, c'est, j'ai envie de dire, l'élément important du projet qui peut rendre bancable ou non un projet. On a, et ça, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'une compagnie étrangère peut acquérir ou non et sous quelles conditions un terrain? Et là, je vais vous soumettre un point donc, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui, pour moi, entre guillemets, est peut-être une aberration, mais on pose la question de l'uniformisation même au niveau local de chaque pays des différentes règles. Donc, je prends là typiquement le cas du Bénin. Donc, le Bénin, il était question, éventuellement sur un projet, d'acquérir un terrain ou non. Donc, la question très simple s'est posée, quelle est la nationalité de votre société? Alors, j'ai compris, moi, de ma pratique, la nationalité d'une société suit le lieu d'incorporation, ce qui donc voudrait dire en droit OHADA. Ah, d'accord. Oh, mais super. Donc, on a un débat ouvert, Karim. Alors, génial. Le lieu d'incorporation, en tout cas, principalement. Merci, Karim, de ne pas être d'accord. Mais il se trouve alors au Bénin, typiquement, dans le projet, en faisant un projet énergétique, en prenant les textes donc, de l'administration, je vois, Karim, que tu as en mute les de l'administration domaniale et du code de l'électricité. La société, elle est considérée comme étant étrangère à partir du moment où son actionnariat majoritaire est étrangère. Mais Karim, Karim, j'ai consulté plusieurs avocats, plusieurs experts OHADA et oui, donc c'est une réelle question. C'est ce pourquoi je pense qu'il faut, dans tous les cas, en faisant un projet,
où que ce soit en OHADA ou partout sur l'Afrique. On parle de OHADA, mais les problématiques sont sensiblement les mêmes sur tout le continent. Et même dans la zone OHADA, on ne fait pas un deal au Sénégal comme on ferait par exemple au Mali. On a parlé aujourd'hui, Karim a mentionné, a soulevé la problématique du Mali et de l'instabilité politique. Bien entendu, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire un deal au Sénégal, qui a connu une transition politique et en tout cas économique beaucoup plus stable que les autres, que dans un autre pays. Enfin, moi, je ne dirais pas le Mali. Karim, je te laisse. Voilà. Donc, principalement, ce sont là, moi, des éléments sur lesquels je me penche en tant que juriste d'entreprise pour vérifier si le projet, il est intéressant, est-ce qu'on devrait y aller ou pas. Il y a plusieurs autres éléments, on n'a pas le temps de les citer aujourd'hui et bien entendu, on est disponible pour en discuter. Maintenant, sur la problématique de l'énergie, mais dans les mines. Alors, les miniers ayant été un peu de ce côté, que je ne dirais pas obscur, parce qu'aujourd'hui, on a une tendance au green, au renouvelable. Les miniers, l'objectif principal d'un minier, ce n'est pas l'énergie. Absolument pas. L'objectif principal d'un minier, c'est d'opérer sa mine. Par contre, les mines, l'énergie électrique ont ou a un impact très important sur les mines dans la mesure où, dépendamment donc de l'énergie ou de l'absence d'énergie, la mine perd ou non beaucoup de sous, je dirais. Alors, la problématique pour les miniers, on a une tendance qui va très, très clairement vers du renouvelable. Hein. On avait, avec la raréfaction des ressources minières, l'envie donc d'explorer de nouveaux territoires ou de nouveaux sites a conduit à ce que les miniers se retrouvent dans des zones tellement éloignés qu'ils n'aient pas vraiment accès au réseau national pour alimenter leurs mines. Donc, on avait à ce moment-là une énergie au début qui n'était pas très fiable et qui coûtait très cher. On est ensuite arrivé sur des problématiques un peu intermédiaires ou une solution intermédiaire en utilisant, disons, du diesel, mais qui sont les modèles un peu agricoles, qui, de toute façon, donnaient une énergie un peu fiable à la mine, mais qui coûtait toujours très cher. Et puis aujourd'hui, on a ce nouveau type de mine qui est l'hybridation. Donc, je ne sais pas ce que je dirais, AQO et d'autres compagnies, AQO et d'autres compagnies font très bien. Mais l'hybridation, on connaît l'hybridation, on a, je veux dire, il y a plusieurs mines hein, aujourd'hui qu'on peut utiliser en exemple, et Essakane au Burkina, Fekola au Mali, Syama, la mine de Syama au Mali aussi, qui aujourd'hui nous sont des exemples sur le marché. Alors, comment ça se compose? Alors, on n'a pas, malheureusement, l'autre point que j'ai oublié de soulever un peu plus haut en parlant des points regardés, c'est certes, on regarde la zone OHADA, mais il faut aussi aller regarder le droit spécifique de l'industrie. Si c'est les mines, quelles sont les règles qui régissent cette activité-là, cette industrie? Si c'est l'énergie, pareil, quelles sont les règles qui régissent cette activité? Et aujourd'hui, nous sommes dans un système d'hybridation. Nous sommes dans un système du renouvelable et de toute façon, l'intérêt pour les miniers hein, d'avoir du renouvelable, ils ne peuvent pas faire sans de toute façon diesel ou HFO, donc le thermique normal, mais c'est d'avoir des sources alternatives et puis c'est une image de marque. On va dire un peu tout simplement. C'est une image de marque aujourd'hui de réduire son empreinte carbone, d'avoir un peu plus de green et aussi, mais au niveau de l'investissement, et tout dépend de l'investissement du modèle financier que veut mettre en place la mine. C'est la réduction des coûts, parce que ce qui coûte cher
aux miniers aujourd'hui, c'est le fuel avec lequel l'énergie est générée. Donc, avoir cette hybridation, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui va se faire et qui devrait être encouragé. Et je dirais les acteurs et les différents acteurs ne devraient, entre guillemets, pas être frileux pour aller vers cette hybridation-là. Il y a une question qui se poserait côté opérationnel, ce serait quel serait l'intérêt pour la mine, par exemple, d'avoir trois technologies différentes, comment l'interface se fait au niveau contractualisation, comment est-ce qu'on met en place les pénalités de retard ou les pénalités de technique ayant toutes ces différentes technologies. Encore une fois, on a des experts sur le panel qui le font, mais très simplement, ce qu'il faut retenir en tête du côté donc de l'opérateur, ou du moins du constructeur, l'intérêt pour un minier d'avoir un système d'hybridation, c'est pour baisser ses coûts. En ce sens, il faudrait aussi au niveau éventuellement des pénalités uniformiser un certain nombre de choses pour que les coûts y baissent. Bon, il y a plusieurs sujets comme ça qu'on peut développer. Mine et énergie, c'est vaste. Je ne sais pas si Karim, je crois que tu es en train de bouger, je ne sais pas si tu as des questions. Non, c'est très instructif. Merci, Kekeli. Je pense que quelques commentaires que j'ai pris en note, et vraiment, tu as saupoudré cette OADA par une expérience, j'allais dire, pratico-pratique en interne d'un développeur et d'un acteur privé sur le terrain. Et donc, je pense que c'est très utile. Sur le Bénin, je souriais un petit peu parce qu'on a eu sensiblement la même expérience sur cette notion de est-ce qu'aujourd'hui, un non-national a la possibilité d'acheter un terrain, un lopin de terre au Bénin. Et on a eu un certain nombre d'avis contradictoires qui nous ont été effectivement promulgués, enfin disclosés. Et on en est arrivé à la conclusion suivante, c'est que à ce jour, il faut un national béninois en ultime propriétaire pour que ce dernier puisse être effectivement propriétaire du terrain. À tel point que c'était dangereux parce que dès l'instant où le client a commencé à rentrer dans ce genre de discussion avec le supposé propriétaire, là, il y a eu 15 personnes qui sont arrivées pour revendiquer un droit sur la propriété du terrain. Et c'est là que j'évoquais tout à l'heure le droit coutumier. Et c'est là que j'évoquais en fait qu'un des risques majeurs, c'est de s'assurer en réalité du terrain, mais surtout du titre de propriété. Alors, comment on fait lorsqu'on a, j'allais dire, sécurisé de gré à gré un projet minier ou un projet, j'allais dire, de centrale thermique ou de centrale à énergie renouvelable, et qu'on commence en fait à discuter avec des propriétaires terriens, là où fondamentalement on n'arrive pas à sécuriser au plan juridique bien le terrain sur lequel la centrale ou la mine va être construite. Et tout ça, bien évidemment, participe de la bancabilité du projet et c'est un des aspects majeurs que Kekeli évoquait. Donc, c'est pour ça que je souriais quand tu parlais en fait de ce dossier. Et on était d'ailleurs dans le nord du Mali, du Bénin, dans la région de Kandi. C'est pour ça que, de manière beaucoup plus générale, je pense que la question du partenaire local est absolument essentielle. On a vu des catastrophes se produire où un certain nombre de clients ont tenté effectivement d'aller dans certaines juridictions, j'allais dire un peu en cow-boy, en faisant fi en fait, j'allais dire de l'aspect culturel local, de la nécessité de se voir accompagné par des experts techniques, des experts juridiques, des experts financiers, mais surtout un partenaire local d'affaires. Et tout cela, et Kekeli, peut-être tu pourras
nous faire part de ton expérience, mais je pense que faire des affaires en Afrique aujourd'hui, c'est extrêmement prometteur. On en fait maintenant depuis une vingtaine d'années, mais on voit souvent que si on avait à comparer les projets qui réussissent et les projets qui réussissent moins, la qualité du partenaire local est absolument essentielle. Moi, je reviens sur ce que tu disais, Kekeli, et notamment sur cette notion de, j'allais dire, de corporate PPA, au fond, hein, c'est-à-dire comment faire pour dérisquer le projet de production d'électricité au profit en fait d'une mine. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a un client, vous avez un client qui est censé être solvable, alors que malheureusement, dans les BOT, les IPP classiques, souvent les clients ont quelques difficultés à honorer leurs paiements. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, par exemple, vous pouvez avoir 2 contrats d'achat-vente d'énergie. Autrement dit, un avec votre client minier et que tout excès d'énergie qui serait disponible pourrait être en fait redirigé sur le réseau au profit justement de la société de transport et de distribution locale d'énergie. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, Kekeli, c'est que j'imagine que tu parlais d'hybridation. Est-ce que tu peux nous dire peut-être de ton expérience s'il y a des avantages particuliers, et notamment fiscaux, douaniers? Est-ce qu'il y a des codes d'investissement que tu regardes souvent lorsqu'il s'agit effectivement d'aller électrifier une mine, et quelle est, allez, grosso modo, l'ampleur des avantages fiscaux, douaniers ou autres que ta société peut bénéficier lorsqu'il s'agit d'apporter une solution clean d'énergie au profit des miniers? Alors, merci Karim. Alors, la première question, c'était sur la revente de l'énergie. Et ça, c'est un point, je pense, assez intéressant et important, qui était une problématique d'ailleurs que je voulais soulever et sur lesquelles je pense non seulement les gouvernements, mais aussi les miniers devraient de plus en plus se pencher aujourd'hui et y réfléchir. On a aujourd'hui donc toutes ces mines, on a l'hybridation maintenant qui est de plus en plus possible. On a la mine donc, qui aura ces différentes technologies, 1, 2, 3 mines. On va se retrouver, je pense, avec une mine qui génère assez d'énergie, plus qu'elle en a besoin. Qu'est-ce que cette mine fait du surplus de cette énergie-là? Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, je ne pense pas, on n'a pas un cadre réglementaire pour la revente de cette énergie. Mais c'est un cadre, et c'est excellent que tu poses et que tu soulèves cette problématique, parce que les miniers qui, eux, ont leurs coûts, et encore une fois, ça dépend du modèle financier qu'ils veulent mettre en place. Les miniers qui, eux, ont des coûts, et leurs coûts, en tout cas en termes d'énergie, c'est le fuel, devraient penser, et l'idée, en tout cas la discussion avec les gouvernements, pas forcément la société nationale, mais avec les gouvernements, sur un cadre à mettre en place afin qu'ils aient cette réserve un peu d'énergie à revendre ou à réinjecter sur le réseau. On n'a pas un cadre réglementaire. Donc, je pense que c'est une invitation aujourd'hui, membres du gouvernement comme société minière, à prendre en compte. Au final, l'énergie, on a envie de dire, ce n'est pas que du mégawatt, c'est toute une dynamique, c'est une stabilisation de tension, et ces discussions devraient avoir lieu le plus rapidement possible, en tout cas pour l'avenir et le futur. Ta deuxième question était sur les avantages? Les avantages fiscaux, douaniers, le code d'investissement lorsqu'il s'agit effectivement d'investir et d'apporter du matériel comme des panneaux solaires, comme des transformateurs, enfin bref, tout ce qui va servir à une énergie propre. Donc, dépendamment des projets, et dépendamment
du pays, là, on a des codes d'investissement plus ou moins favorables. Ou, enfin, en tout cas, l'essentiel, je pense aussi, et un des problèmes qu'on a sur la zone, c'est l'uniformisation entre les différents textes. Donc, on a ce problème-là. Il ne faudrait pas que les avantages, et ça, c'est un problème rencontré, je sais plus exactement sur quel pays, où les avantages en fait prévus par, disons, le code de l'électricité étaient plus ou moins favorables qu'aux avantages prévus par le code d'investissement, alors que le projet rentrerait éventuellement sous le coup, en tout cas, les deux définitions, ou en tout cas, les deux codes pouvaient valablement être appliqués. Ça, c'est une question, je pense, principalement de clarification à avoir avec les membres, en tout cas les administrations locales, parce qu'au final, c'est eux qui vont l'appliquer, les administrations fiscales. Et ce que je recommande, moi, principalement, en tout cas pour les sociétés et comment le faire, c'est de ne pas avoir disons, des exemptions génériques. C'est vraiment de les lister. Très bien. Les sociétés minières, c'est vraiment de les lister une par une parce qu'au final, il y a un impact, c'est le prix. Donc, voilà, je ne dirais pas que je ne maîtrise pas le code des investissements, mais sur chaque contrat, c'est vraiment qu'est-ce qui est exempté, qu'est-ce qui est inclus, et ainsi de suite. Et on y arrive comme ça. Bien. Merci, Kekeli. Question pour Youssef rapidement avant d'ouvrir le bal sur le Q&A. Youssef, moi, bon, je ne suis pas avocat au barreau du Québec ou de Montréal, mais je vois aujourd'hui l'attention de nos collègues et la tienne et de Franck Mariage. Et à chaque fois qu'il y a un projet minier, les communautés locales autochtones sont absolument une des priorités, si ce n'est la priorité de l'ensemble des parties prenantes. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire, d'après toi, que cette attention et cette priorisation est moins forte, malheureusement, sur le continent africain en général et en Afrique francophone? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question qui va dans le prolongement de cette première, c'est comment penses-tu, toi, comment vois-tu que l'industrie minière, au fond, elle puisse contribuer au développement économique et à l'entrepreneuriat local dans la zone OHADA? Merci Karim pour cette question. Bon, en 2 minutes, parce que c'est une question qui est évidemment passionnante et on ne peut pas aborder la question minière sans aborder évidemment la question de l'acceptabilité sociale, les questions ESG en fait et les questions RSE. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de cette importance-là au Canada. Alors, bon, puis j'ai des collègues qui ne font que ça d'ailleurs, ou pratiquement que ça, dans le groupe du Global Mining Group au sein de Fasken et qui pourraient en parler bien mieux que moi. Mais ce que je remarque, c'est que même au Canada, certains projets qui avaient le financement, qui avaient absolument tout pour fonctionner, mais il leur restait juste une chose, c'était l'acceptabilité sociale. Et je me souviens encore, au même moment, on est le 3 mars, il y a 1 an, on ne parlait pas au Québec et Franck pourra s'en souvenir très certainement, on ne parlait pas au Québec du virus ou du coronavirus ou de la Covid. On parlait de certaines communautés qui bloquaient les accès, et c'était ça la problématique du Premier ministre du Québec. Ce n'était pas la Covid qui s'en vient, c'était véritablement ces communautés, et tu te souviendras Karim, parce que tu étais venu en plus à Toronto, c'était ces personnes-là, certains membres de communautés autochtones qui bloquaient les chemins de fer pour revendiquer pour émettre certaines revendications. Et bon. Ce qu'on observe aujourd'hui, peut-être que je vais répondre à la question, je réfléchis à comment je vais répondre en fait, je vais peut-être répondre d'une façon différente. On a tous vu que maintenant, de plus en plus de fonds d'investissement, et parmi les plus grands fonds d'investissement, notamment américains,
et new-yorkais pour ne pas les citer. Et certains CEO ont fait même des sorties très intéressantes qui disent aujourd'hui, on ne finance plus. On ne finance plus s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, s'il n'y a pas véritablement de l'impact, de la valeur ajoutée, et si aujourd'hui, ce financement ne va pas être bénéfique et il ne va pas y avoir un impact tangible, un impact mesurable pour l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est même le cas de nos fonds institutionnels au Canada. Donc, si je commence avec ce postulat de base, qu'on soit au Canada… Oui. 2 minutes. En 2 minutes, Youssef. Parce que je réfléchis, tu aurais pu la poser avant la question. Donc, non, mais si je pars avec ce postulat de base, qu'on fasse alors un projet au Canada ou un projet en Afrique, déjà, à la base, celui qui te finance ou celle qui te finance va te mettre un cadre, disons, bien clair et tu ne pourras pas y déroger. Ce que maintenant, je constate, c'est que on a été contacté par certains clients dans la dernière année qui nous ont demandé de mettre en place des politiques AML, donc des politiques anti-money laundering, donc contre le blanchiment d'argent ou contre des politiques de meilleure gouvernance qui n'ont pas été demandées par la société qui investit, mais qui ont été demandées par l'État africain lui-même. Et c'est là où on commence à voir un petit peu le changement de paradigme. Si tu regardes ce fonds de développement local au Burkina Faso, de mémoire, je n'ai pas le pourcentage, mais je crois que c'est 1% du revenu qui doit être mis et l'État aussi s'engage à mettre une partie des redevances qu'elle reçoit. Bref, désolé pour le manque de clarté, mais c'est maintenant des initiatives qui proviennent des États eux-mêmes et qui ne proviennent pas nécessairement de ceux qui te financent. Oui, c'est essentiel. En fait, c'est même plus essentiel. On a passé le cap de se demander si c'est essentiel ou pas. On est maintenant rendu… Tout à l'heure, Kekeli parlait d'image de marque. Oui, c'est vrai qu'avant, ça faisait bien, c'était l'image de marque, mais maintenant, on est même au-delà de l'image de marque. On est maintenant, si on veut réussir, il n'y a pas de sujet là-dessus. Parfait. Ta deuxième question, Karim, je ne l'ai pas notée, c'était par rapport à quoi déjà? Excuse-moi. La possibilité, au fond, de contribuer… comment l'industrie minière peut-elle contribuer, si tu veux, au développement économique et entrepreneurial localement? Écoute, je veux dire, Non, mais je parle très franchement et de vécu. Lorsqu'on a, par exemple, 500 salariés ou 300 salariés sur une mine qui n'ont pas été payés depuis 6 mois et que les travaux continuent, il y a un vrai problème. Et la question aujourd'hui, c'est qu'on a, en tout cas dans certaines juridictions, tendance à voir ce phénomène se répéter et des sanctions qui tardent à venir. Quel est aujourd'hui le rôle, j'allais dire, des parties prenantes pour faire en sorte que cela cesse? Écoute, en une minute, je vais répondre. Tu sais, tout à l'heure, Karim, quand je parlais des codes miniers, je parlais un petit peu de l'évolution des codes. Ok, post-indépendance, où on nationalise, c'est à l'État. Ensuite, début des années 90, c'est un espèce de open bar où puisque tu as dit qu'on ne devait pas parler avec la langue de bois, où c'était vraiment très libéralisé et on s'est rendu compte que finalement, un code ou un cadre juridique libéralisé n'était pas la solution, même dans les pays qui avaient de très, très, très fortes capacités et de très forts potentiels dans le secteur des ressources naturelles. Donc, à un moment donné, ça va être un espèce d'équilibre, un espèce de point optimum entre, oui, un cadre libéralisé, d'accord, parce qu'au final, on parle de l'OADA, mais on parle des 54 pays africains. Si tu as un cadre qui est trop rigide, je m'excuse, mais d'un point de vue compétition, l'investissement, il va se faire chez le pays voisin. Donc, il y a un espèce de doux équilibre entre, oui, ce cadre un peu libéralisé, oui. Bon, après, je ne parle pas nécessairement de certains pays qui font un changement législatif. Tu sais, aujourd'hui, la RDC, par exemple, elle passe la redevance de 2 à 3,5%. Elle remet en question la clause de stabilité fiscale. Elle te met un 50% de taxe sur tout ce que tu fais en plus que 25% de ton forecast. Et elle exige aussi une taxe d'enregistrement d'un montant égal à 1%
du prix d'achat payable dans le cadre de changement de contrôle. Donc, à un moment donné, c'est pas le coupe-gorge la solution. C'est une espèce de doux mélange entre un cadre libéralisé, oui, avec une juste part qui revient à l'État. C'est essentiel, c'est essentiel. Je veux dire, on est là en ce moment. Mais aussi, et donc tu me posais la question, quel est le rôle et comment l'industrie? Oui, l'industrie peut en faire. L'industrie peut mettre en place plusieurs initiatives, d'accord, très bien. Mais au final, je pense que c'est vraiment un win-win qu'il faut chercher entre un cadre législatif qui va le permettre et qui va intéresser les entreprises à en faire plus, je pense. Voilà. Merci Youssef, merci. Tu parlais de win-win. On va passer au Q&A parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. Merci à tous les deux. On va désormais prendre des questions et tu as parlé de stabilité financière, Youssef, et des clauses de stabilisation. Il y a déjà une première question qui nous est venue, à savoir que c'est Amadou Bari qui nous la pose et qui souhaite savoir si nos clauses de stabilité dans nos conventions minières sont respectées. Et donc, je vais peut-être donner la parole à Youssef sur cette première question. Oui, ben, merci beaucoup Amadou pour cette question. Est-ce qu'elles sont respectées? Bon, là, si elles ne sont pas respectées, on a vraiment un gros problème. Parce que là, on a un État qui s'engage et la question, c'est une très bonne question en fait, la question des conventions d'investissement entre les États se pose aussi. Parce que si tu as une convention d'investissement entre États, puis là, tu as un État qui ne respecte pas ta clause de stabilité fiscale, on a vraiment un problème. Est-ce que ça s'est déjà vu que ça n'a pas été respecté? Oui, mais ça part en contestation directe, ça, j'ai aucun doute. Je n'ai pas eu d'expérience sur du contentieux là-dessus, mais certainement sur du pré-contentieux. Donc oui, elle peut ne pas être respectée, mais évidemment, c'est encore mieux lorsque le pays de l'investisseur et le pays qui reçoit l'investissement et qui, in fine, ne respecte pas cette clause de stabilité, a une convention d'investissement parce que ça va vraiment aider à faire respecter la clause de stabilité. Maintenant, je le disais à l'instant, tu as aussi des pays où il était de coutume d'avoir une clause de stabilité, parce que la clause de stabilité, elle est souvent dans ta convention minière, en tout cas, je parle pour le secteur que je connais, mais des fois, elle peut être aussi non pas conventionnelle, mais législative. Mais tu as des pays aussi qui, du jour au lendemain, te disent, ben non, il y a une clause de stabilité très bien, mais maintenant, on va se doter d'un nouveau code et le nouveau code peut d'ores et déjà remettre en question cette clause de stabilité. Là, je vois un sérieux problème et c'est pour ça que dans certains pays, ça a créé vraiment de la tension et de l'incertitude très claire. Puis si le pays veut continuer à exploiter ses ressources d'une façon durable, d'une façon viable et avec tous les bénéfices que cela implique, la clause de stabilité, on n'a pas d'autre choix que de la respecter. Mais petit réflexe rapide, regardez déjà s'il y a une convention d'investissement entre le pays de l'investisseur et le pays qui reçoit l'investissement. Et je vais ajouter, cette question, elle est pertinente, Amadou, et je pense que Youssef, tu as apporté un premier élément de réponse. Souvent, en fait, ces clauses de stabilisation, elles commencent un peu à être discutées, en particulier lorsqu'il y a un changement de gouvernement, ou plus exactement lorsqu'il y a un changement de ministre, qui n'a pas participé en fait à la rédaction de la convention minière et qui, soit pour des raisons, j'allais dire, de vision ou pour d'autres raisons, souhaite absolument faire en sorte que le partage de production, le montant de la royalty ou d'autres en fait avantages, comme par exemple les avantages fiscaux aussi, qui ont été octroyés il y a 15 ans à cette société minière, soient totalement désormais résorbés et que la société minière puisse contribuer dans des proportions, j'allais dire, plus ajustées par rapport aux profits qu'elle a pu générer au cours des dernières années. Donc, ça participe souvent, en tout cas de ce qu'on a vu, d'une volonté de rééquilibrer le partage en fait des profits, mais aussi ça participe d'une volonté de contribuer à une amélioration du cadre législatif et réglementaire minier localement. Souvent,
nous sommes consultés dans le cadre de la revue et l'adaptation. C'est dommage que Franck ne puisse pas s'exprimer davantage, mais souvent, Franck est très actif dans ce secteur-là. On revoit, si vous voulez, toute la réglementation minière d'un pays et on se permet effectivement d'apporter quelques ajustements, des suggestions, des projets de loi, des projets de décret, etc. Donc oui, le principe, c'est que la liberté contractuelle, elle est respectée, les parties respectent. Il y a effectivement certaines situations qui sont commandées par les deux éléments que j'ai apportés et qui peuvent conduire au mieux à un accord, au pire à un début de précontentieux, mais rarement les choses pètent, quoi, si vous me passez l'expression. On arrive toujours en fait à trouver un accord de sorte en fait à permettre la continuité de l'exploitation, le versement des revenus, l'exportation du produit et le versement des revenus. C'est ce que je mentionnais un peu peut-être aussi tout à l'heure en aparté sur cette espèce de renégociation forcée des contrats. Et il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs manières d'aboutir en fait à un objectif prédéterminé par la contrepartie, souvent étatique. Un de ces moyens, c'est effectivement de commencer à toucher à la clause de stabilité pour aller beaucoup plus large et toucher carrément la convention minière après. Je m'aperçois que j'avais aussi une question pour Kekeli sur la transparence, Kekeli, en matière dans la zone OHADA. Comment tu fais le lien aujourd'hui avec tes différents investisseurs, avec ton board? Comment vous remontez l'information? En fait, l'accès à l'information est toujours un challenge sur certaines juridictions. Quel est le protocole chez vous en matière de transparence lié à l'information, à la pratique des affaires, à l'anticorruption, etc., etc. Alors, ce sera pas, merci Karim, ce ne sera pas forcément un protocole. Alors, donc, je crois que en ayant vu la question était en fait par rapport au degré de transparence dans les règles d'appel d'offres. Mais alors, donc sur ce point-là, donc pour répondre à la personne qui a posé la question, on rappelle très rapidement que la transparence, la corruption n'est pas régie, comme tu le disais au début, le droit administratif est en dehors du droit OHADA. Donc, c'est au cas par cas, donc justement, qu'il faut appréhender cette question. Et même si, on le sait, le principe, en fait, voudrait que les marchés se passent de manière complètement transparente. Et je suis sûre que Youssef aimerait sauter dessus et me parler de la publication des conventions minières pour avoir une idée de ce qui se fait sur le marché, par exemple en Guinée ou autre. La pratique est tout autre parce qu'on peut se retrouver sur le terrain, et ça je le dis très certainement, où je suis arrivée, où on était avec des sociétés qui n'ont pas pu poursuivre le projet parce que le degré de dessous de table qu'ils demandaient était énorme. Donc, au niveau des sociétés, donc, qui seraient côté développeur, côté minier, côté société énergétique, c'est une responsabilité. On n'a absolument pas envie d'entacher sa réputation pour ce genre de choses. Alors, pour répondre à ta question additionnelle, Youssef, qui est de mettre en place, je pense qu'il faut un certain nombre de formations, il faut mettre en place un certain nombre de dénonciations anonymes. Pour que les gens puissent se sentir à l'aise de le faire, il faut mettre en place des codes of conduct qui permettent à tout sous-traitant avec lesquels on sous-traite, ou en tout cas qui permettent de dénoncer, d'avoir un way of doing things, une manière réglementaire de faire la chose. C'est non seulement pour pouvoir éviter le type de corruption, mais c'est aussi pour pouvoir, je dirais, se protéger en cas où ces institutions, ces compagnies qui pourraient être attaquées par le FCPA ou le UK Bribery Act. Maintenant, si vous me permettez deux petites secondes sur un point et que j'ai remarqué, nous sommes des Africains, je suis africaine, nous connaissons les coutumes locales. Ce qui pourrait être considéré comme mettant de la corruption, et en ce sens, et ça vraiment je le fais, c'est
la pratique, donc celle qui pratique dans des institutions internationales, et l'africaine que je suis qui connaît les différents États. Faut faire attention. La carte de crédit ou le petit Coca-Cola que j'achèterais non, mais c'est des exemples typiques que j'achèterais au gardien ou à la secrétaire juste histoire pour qu'elle puisse mettre mon nom sur la liste de personnes à voir. Le FCPA ou certaines sociétés qui sont très exigeantes et qui peuvent le considérer limite borderline. Mais moi qui suis du pays, je sais que c'est juste une façon d'approcher la chose. Donc, je pense que les différents pays, en tout cas les différentes compagnies devraient, je pense, avoir des gens qui connaissent un peu aussi la coutume et savoir. Mais à apprécier au cas par cas et les entreprises à mettre des règles en place pour se prémunir de telles accusations ou allégations. Merci infiniment, Kekeli, pour cette absence de langue de bois. Et je suis sûr que dans l'audience, dans l'auditoire, il y a beaucoup de gens qui partagent ce que tu viens de dire. Il y avait une autre question de Aïssatou Tal. Elle a deux questions, Aïssatou. La première, c'est d'après nous, quel est l'acte uniforme qui est le plus problématique à mettre en œuvre et pourquoi? Là, je pense qu'Aïssatou nous a pris pour des superstars de l'OHADA pratiquant l'intégralité des actes uniformes, matin, jour, nuit, toutes les vacances. Donc ça, c'est une sacrée question, Aïssatou. Merci de l'avoir posée. On va être, je pense, un peu sec, mais on va essayer de répondre. Et la deuxième question qu'elle pose, c'est quel est l'autre domaine du droit qui mériterait en fait de faire l'objet d'un acte uniforme? Je pense que, Kekeli, tu as commencé à répondre sur cette deuxième question en parlant au fond des avantages, des tax incentives, des avantages fiscaux, des avantages, comment dirais-je, en matière d'exonération de droits de douane. Bref, en fait, une espèce d'harmonisation peut-être de la fiscalité dans la zone OHADA qui pourrait avoir du sens, mais elle suppose, à mon avis, une imbrication entre non seulement les règles OHADA, mais les règles, bien sûr, de l'UEMOA, la CEMAC, bref, tous les pays de la zone franc, les autres pays. Ça va être un petit peu compliqué, mais je dirais peut-être essayer d'harmoniser les conditions fiscales. On a d'ailleurs le même problème en Union européenne. Je veux dire, aujourd'hui, on n'arrive pas à harmoniser fiscalement nos législations. Je pense que sur cette zone en particulier, un des secteurs qui devra regarder prochainement dans un futur proche ou lointain, ça sera effectivement cette harmonisation. S'agissant de votre première question, à savoir quel est celui qu'on trouve en fait le plus compliqué à mettre en œuvre, Youssef, tu veux prendre celle-ci? Merci. En 2 secondes. Non, vas-y, Kekeli, si tu veux, vas-y. Non, alors moi, sans détailler, on va se faire taper dessus, l'acte uniforme sur l'arbitrage. J'avais exactement la même chose en tête, surtout l'exécution des sentences. L'exécution voilà. Donc, vas-y, Kekeli, vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y, tu peux élaborer, tu le pratiques certainement plus, mais je pense que c'est l'acte le plus problématique. Je ne sais pas si ça rend réellement, de toute façon, même bancable les différents projets. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je pense en un mot, ce serait l'acte uniforme portant sur l'arbitrage. Oui, puis on peut continuer aussi la discussion, Aïssatou, avec plaisir après la… Parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de l'arbitrage, je m'en rends compte en fait en y pensant. Qu'est-ce qu'on fait dans un contrat? Est-ce qu'on choisit ICC? Est-ce qu'on choisit CCJA? La question des coûts, la question de l'exécution, la question de la partialité, la question de la récusation des juges, la question de la quantité de jurisprudence, c'est vraiment un sujet en soi. Mais moi aussi, je dirais que c'est l'acte uniforme sur l'arbitrage. L'acte uniforme sur l'insolvabilité, je l'ai jamais, j'ai jamais eu à l'utiliser, donc je ne peux pas vraiment commenter ni sur le contrat, ni sur le transport des marchandises, quoique. Mais bon, c'est… Oui. En fait, ils sont tous pénibles à mettre en œuvre. Non, je plaisante, mais je suis assez d'accord avec ça. J'ajouterais peut-être celui sur le comptable et le financier qui s'adresse davantage aux experts, j'allais dire aux commissaires aux comptes et aux comptables, mais c'est vrai qu'il est parfois un petit peu compliqué à comprendre et à mettre en œuvre. Il n'y a plus de questions et je pense qu'on est dans le
temps imparti, si je ne m'abuse. Moi, je voudrais quand même dire une chose, et je l'ai dit en introduction, et on ne peut pas laisser ce panel en ne parlant pas de l'importance de nos amis faisant partie des cabinets d'avocats locaux. Euh, Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on a essayé de faire pendant cette heure et demie, c'est de vous donner quelques éclairages, j'allais dire, un petit peu éparpillés, un petit peu, j'allais dire, structurés en fonction des différentes problématiques générales, un peu plus spécifiques, dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, etc. Et je crois que vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire en sorte que l'opération que vous allez mener localement soit un succès. Bon. Et je pense que nos amis avocats locaux sont absolument essentiels dans le dispositif. Notre intervention n'a pas vocation à nous substituer à nos amis avocats locaux pratiquant dans chacun des pays membres de l'OHADA. Je crois que ça, c'est un élément très important. Le cabinet local apporte son expérience locale, son expertise judiciaire, son expertise administrative, avec une connaissance du droit local en sus du droit OHADA et les arguments pertinents qui pourront être mis en œuvre à la lumière de son expérience et de la connaissance de la culture locale. Il va pouvoir réaliser des diligences locales sur le terrain. Il va pouvoir effectuer toutes les formalités auprès des différentes autorités. Il va faire le suivi des autorisations locales, etc., etc. Il va émettre ses opinions juridiques. C'est essentiel de les avoir dans le dispositif. Pour ce qui concerne un cabinet comme Fasken, nous avons la chance d'être très africains. Nous avons aujourd'hui une équipe de 150 personnes dans le monde qui fait de l'Afrique, véritablement, au quotidien. Et dans ce contexte, avec nos amis cabinets locaux, nous avons un rôle de coordination de ces opérations. Nous apportons notre expertise, évidemment, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du transport. Nous engageons notre responsabilité professionnelle. Et ça, c'est pas rien. On met en jeu, au fond, oui, la responsabilité professionnelle, mais aussi notre réputation, et on s'assure de la sécurisation des opérations avec nos confrères locaux. Donc, tout ça pour dire quoi? La coopération, en fait, entre l'international et le local est absolument essentielle. On a souvent vu un certain nombre de clients qui tentaient de faire un certain nombre d'économies, j'allais dire mal à propos ou non raisonnées. Elle est essentielle, cette collaboration, en particulier avec les gouvernements. On n'a pas parlé aujourd'hui du thème qui est celui de dire « Ok, comment devons-nous parler au gouvernement ? Comment devons-nous approcher le ministre des Mines ? Comment devons-nous approcher le ministre de l'Énergie ?» Mais le cabinet international est important dans le dispositif parce qu'au fond, il va faire état de sa réputation, il va faire état de son savoir-faire, il va faire état de ses contacts locaux et internationaux. Quant au partenaire local, il a une influence positive essentielle dans toutes les procédures, avec les officiers ministériels, que ce soit les ministres, les membres du cabinet du ministre, les notaires, les experts terrain, bref, cette influence positive, combinée à l'influence au fond avec le cabinet international, elle est absolument nécessaire. Donc, je ne vais pas vous faire de débat plus approfondi que ça pour vous dire à quel point, en fait, nous avons devant nous un océan. Et j'aime bien utiliser cette métaphore que j'utilise souvent avec des confrères, c'est que, en fait, l'Afrique, on a l'impression de monter sur sa planche de surf et on surfe la vague et boum, à un moment donné, on se la prend sur la tête. Mais la vague est tellement belle qu'on remonte toujours sur la planche. Et on essaie toujours de reprendre la vague. Et je dis toujours aussi, bien surfer à Biarritz, c'est pas bien surfer à Pointe-Noire. L'Afrique, elle est exigeante et elle nécessite un véritable amour du continent qui ne se froissera pas au premier échec. Donc, on a hâte et on espère qu'on vous a donné davantage, j'allais dire, d'entrain pour continuer vos affaires sur le continent. On vous souhaite bon vent. On remercie tout le monde pour leur participation.
On remercie l'équipe Fasken d'avoir organisé ce webinaire. Merci à Kekeli, merci à Youssef. Et puis, on se tient à votre disposition pour toute question complémentaire que vous pourriez avoir à notre rencontre. Merci infiniment. Merci. Merci à toutes et tous. Merci.